Tout d'abord, la première question à laquelle on va revenir, c'est quel est le coût, le financement du projet? Il y a eu 2 chiffres qui ont été annoncés dans la presse et dont les internautes se sont fait l'écho, autour de 15 milliards et demi d'euros et 35-36 milliards selon la presse, la Cour des comptes. Alors, est-ce que déjà, quelle est l'échelle de budget dont on veut parler? Alors, pour être très concret, quand on parle du coût de Cigéo, d'abord, il faut dire que va représenter le coût du chantier. Hein. Et le coût du chantier, c'est-à-dire les premiers travaux qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en service Cigéo, il serait de l'ordre, si Cigéo est autorisé, de l'ordre de quelques milliards d'euros. Alors qu'est-ce que ça comprend cet investissement qui est important? Ça comprend l'ensemble des installations en surface qui sont nécessaires pour accueillir, recevoir, contrôler les colis de déchets avant leur mise en stockage et l'ensemble des installations de surface qui sont nécessaires aux travaux souterrains. Après, dans les premiers investissements, si Cigéo est autorisé, il faudrait également construire les liaisons entre les installations de surface et la partie souterraine, donc ce qu'on appelle les puits, la descendrie, et puis en souterrain, un premier réseau de galeries souterraines pour stocker les premiers colis de déchets. La très grande particularité du projet Cigéo par rapport à d'autres projets industriels, c'est que c'est un projet qui va se construire pendant une centaine d'années, qui va s'exploiter pendant une centaine d'années et qui va se développer donc au fur et à mesure des besoins. Et donc, pour reprendre l'exemple qui a été donné tout à l'heure, c'est un petit peu comme quand on chiffre, si on demandait à quelqu'un qui construit une ligne TGV, non seulement de chiffrer le coût de construction de la ligne, mais également non seulement tous les coûts d'exploitation pendant 100 ans, mais également le coût de renouvellement des TGV pendant 100 ans, le coût de l'électricité pendant 100 ans, le coût de reconstruction des gares. Donc on voit que c'est un exercice qui est très complexe à faire et qui demande, bien sûr, sur lequel les différentes parties prenantes, on voit que M. Dessus attend un dossier complet sur ce sujet, sur lequel il y a un très haut niveau d'exigence. D'accord ? Pour vous donner une image de cette complexité, les fichiers de chiffrage sur lesquels travaille l'ANDRA en ce moment, ça représente plusieurs milliers de lignes pour chiffrer toutes les parties du stockage. Et donc on comprend bien qu'il y a tout un travail d'analyse, de contrôle de chacune de ces lignes avant de pouvoir produire cette nouvelle estimation. Donc le calendrier, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de travailler donc sur la préparation d'un nouveau chiffrage qui sera le premier chiffrage du projet à se fonder sur un dossier de conception industrielle. Le chiffrage de 2005 auquel vous avez fait référence, c'était la meilleure vision du projet au stade des études de faisabilité scientifique et technique. Le chiffrage qui sera produit en 2014, il sera nourri par toutes les études industrielles que nous avons menées depuis, avec un certain nombre d'optimisation particulier par rapport aux précédentes études sur lesquelles je pourrais revenir. Et ce que l'État nous a demandé de faire dans ce nouveau chiffrage, c'est également d'intégrer les suites du débat public. Donc c'est tout le travail qui est en train d'être fait et que nous pourrons remettre au ministre chargé de l'énergie en 2014, de telle sorte qu'il puisse recueillir l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, les observations des producteurs de déchets et rendre publique la nouvelle évaluation qui l'arrêtera conformément au processus qui a été mis en place par la loi. Alors, je reviens à ce chiffre, juste pour compléter, qui ressurgit 2 ou 3 fois par Internet. C'est les 36 milliards, une question qui nous arrivait encore par SMS. Dans le journal hier, on a pu lire que le stockage coûte pas loin de 36 milliards. Le stockage coûtera-t-il moins ou plus de 36 milliards? Merci de répondre clairement à ma question. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus clair que ce que vous venez de dire, finalement? On ne peut pas se fixer sur un chiffre précis comme celui-là. Alors, à ce stade, ce que je peux dire ce soir, c'est que les ordres de grandeur du coût global du stockage, ils sont connus, ils sont publics. Chantal Louette y a fait référence. Et ce que je peux confirmer ce soir, c'est qu'on restera dans les mêmes ordres de grandeur. D'accord ? Après, il y a eu un chiffrage donc, de 15 milliards en 2005, qui est la référence actuelle, qui se fonde sur les études de faisabilité scientifique et technique. Il y a eu un chiffrage en 2009, qui est un chiffrage préliminaire avant que l'ANDRA lance la phase de conception industrielle. Et donc, depuis, il s'est passé des choses. Je vais prendre un exemple. En 2009, quand on a fait cette évaluation préliminaire, on venait de construire au laboratoire une première alvéole pour tester, pour simuler le stockage des déchets de haute activité. Alors à quoi ça ressemble ? C'est un forage d'à peu près 1 mètre de diamètre, donc à 500 mètres de profondeur, dans lequel on enfile un tube de quelques centimètres d'épaisseur en acier qui permet de glisser les colis de déchets un par un et de les retirer dans le cas de la réversibilité si cela était demandé.
Depuis 2009, il y a eu un travail complémentaire qui a été fait au laboratoire et aujourd'hui, nous avons démontré que nous savions réaliser la même alvéole mais d'une centaine de mètres de longueur. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait stocker plus de colis de déchets dans cette alvéole. Donc on voit tout de suite qu'il y aura un gain sur cette partie-là qui sera significatif sur l'évaluation de ce poste. Ensuite, on a fait des essais pour vérifier que si on rentrait ces colis dans une alvéole d'une centaine de mètres de longueur, on arriverait également à les ressortir, y compris en simulant des déformations de cette alvéole, pour vérifier qu'on arrivait à garantir la réversibilité. Et le troisième aspect qu'on a documenté, qu'on a examiné depuis 2009, c'est les aspects relatifs à la sûreté. Et ce que l'on a également montré, c'est que l'allongement de cette alvéole, il est favorable vis-à-vis de la sûreté après fermeture du stockage. Et donc j'aime bien cet exemple-là, parce qu'il illustre qu'en quelques années, l'ANDRA, grâce aux laboratoires souterrains, a été capable de démontrer des évolutions techniques qui sont significatives et qui représentent des enjeux importants pour faire ce nouveau chiffrage, et que ces optimisations, elles ne vont pas à l'encontre de la sûreté du stockage. Au contraire, dans le cas présent, elles concourent même à augmenter cette sûreté. Donc c'est intéressant parce que parfois certains ont tendance à opposer coût et sûreté. Et en fait, très clairement, l'objectif de l'ANDRA, c'est de préparer l'installation qui soit la plus sûre possible, donc avec les meilleurs niveaux de sûreté, mais ce n'est pas incompatible avec la recherche d'une optimisation industrielle. Est-ce que pour finir sur le chiffre, on peut dire qu'il y a une très grande différence entre l'estimation de 2005 et l'estimation d'aujourd'hui parce qu'il y avait toutes ces études à faire, mais que l'estimation d'aujourd'hui peut être plus fiable parce que tout ce travail d'études a été fait? Est-ce que ce chiffre-là pourrait ne bouger que très peu finalement? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, l'estimation que produira l'ANDRA en 2014, ça sera la première estimation du projet qui se fondera sur un dossier de conception industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ANDRA, pour tout ce travail-là, aujourd'hui, elle s'appuie sur des maîtrises d'œuvre spécialisées, qui sont des grandes sociétés d'ingénierie, qui apportent à l'ANDRA tout leur retour d'expérience sur d'autres grands projets industriels, que ce soit dans le nucléaire ou dans d'autres secteurs industriels, ou pour la construction de grands ouvrages d'art comme des ponts, des tunnels, etc. Et donc, dans la logique de tout projet, plus on avance dans les études, plus la précision de l'estimation s'affinera. Mais donc très clairement, nous, dans l'estimation qu'on produira en 2014, on identifiera également les incertitudes qui sont de deux ordres, les risques qu'il puisse y avoir des coûts supplémentaires et également les opportunités qui pourraient continuer à faire réduire ce coût dans les années suivantes. Voilà, mais ma question c'était vraiment, est-ce qu'on ne pourra pas avoir un fossé aussi grand entre les deux estimations et entre l'estimation d'aujourd'hui et la suivante? On peut estimer que là, on a quand même beaucoup avancé dans la finesse de ce qu'on connaît sur les études. Si votre question c'est un peu abruptement, un peu caricaturalement, j'allais dire, parce que les questions sont aussi un peu réductrices. On ne peut pas imaginer qu'il y a un aussi grand saut de différence de prix qu'entre les études de 2005 et de 2014. Non, c'est ce que j'ai dit au début, c'est pour vous rassurer. Aujourd'hui, les ordres de grandeur du coût du stockage, ils sont connus, d'accord. Et cette estimation, elle permettra de bien situer, d'affiner la nouvelle estimation sur base de la conception industrielle, mais on reste sur les ordres de grandeur qui ont été évoqués par Chantal Nouette dans son exposé préliminaire. Pierre-Yves Locher, vous vouliez intervenir pour EDF. D'abord pour dire qu'on suit évidemment de très près tout le travail formidable qui est fait par les équipes de l'ANDRA. C'est un travail considérable et nous, ça nous donne effectivement une grande confiance dans le fait que l'estimation qui sera produite en 2014, elle sera solide, qu'elle permettra derrière de développer un projet industriel en tenant le coût et les délais, que ce projet, il a vocation à faire référence. D'ailleurs, il y a déjà des pays étrangers qui sont intéressés par l'expérience qui est en train de développer l'ANDRA avec l'appui des producteurs de déchets. Et ce projet, on a toute confiance dans le fait que les estimations, comme l'a dit Thibault, les estimations qui seront bien plus précises que celles de 2005. Ne remettront pas en cause l'ordre de grandeur du chiffrage de 2005. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce que c'est financé tout ça? Ça a été dit par Charles-Antoine Nouette, c'est financé par les producteurs de déchets et dans ce coût complet, donc supporté par Areva, le COA et EDF en supporte 80%. Alors comment est-ce qu'on s'y est pris? Ça fait depuis 1979 qu'on constitue des provisions. Alors on les a constituées progressivement et surtout, comme la loi nous en fait d'ailleurs obligation, non seulement on a mis ces provisions dans nos comptes, mais on a mis de côté, sous forme d'actifs dédiés, des actifs, des biens
qui vont nous permettre, au moment où l'ANDRA nous dira « tiens, on entre dans telle phase, maintenant il faut payer votre quote-part », eh bien, à ce moment-là, on pourra réaliser ces actifs et financer le projet comme on doit le faire. Alors ces actifs, c'est public tout ça, hein. Monsieur Dessus là, disait il n'y a pas de dossier. Si, et il les connaît très bien le dossier, hein. Il connaît très bien le rapport de la Cour des comptes, il connaît très bien le rapport du CNEF, et il connaît... C'est-à-dire ? Alors le CNEF... C'est la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de long terme. Voilà. C'est une commission mise en place par le Parlement, qui est composée d'experts et de parlementaires, et qui fait des rapports sur le financement des charges de long terme dans le nucléaire, qui sont publics. Et le dernier rapport, il date de l'été 2012. Vous voyez ? Donc, et alors, il y a un troisième... vous dites qu'il y a des chiffres parfaitement bien sûr. accessibles. Et surtout, il y a des chiffres, nous publions ces chiffres. Nous sommes une société cotée, donc je prends notre rapport financier trimestriel au 30 juin 2013. C'est quand même, ça date pas de très longtemps. Et j'y trouve un relevé complet de ce que nous avons provisionné pour la gestion à long terme des déchets radioactifs, alors en valeur brute et en valeur actualisée. Hein, donc en valeur brute, c'est 24 milliards, mais qui ne couvre pas que Cigéo, qui couvre aussi le stockage à long terme des déchets, d'autres types de déchets. Et en valeur actualisée, ça fait 7 milliards 100, et dans ces 7 milliards 100, il y en a 5,7 qui sont notre future contribution à Cigéo. Alors, je crois qu'il faut un petit peu expliquer, parce que ça peut surprendre. De dire, ça va coûter 24 milliards, mais vous n'en avez mis que 7,1 de côté. Alors, ça, c'est le mécanisme d'actualisation qu'a expliqué Charles-Antoine Louette. Je vais me permettre de revenir dessus, parce que... Alors, rapidement, parce qu'on n'a pas vraiment commencé... Donc, quand on met 100 de côté et qu'on les place... Et nous, effectivement, nous avons des équipes spécialisées qui gèrent de manière très active. Ça, on l'a bien compris. Ça veut dire que vous allez pouvoir en tirer un revenu, et que ce revenu, vous n'allez pas le dépenser. Vous allez le réinvestir, hein, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, pour, le moment venu, disposer du maximum. Hein. Et pour donner un ordre de grandeur, quand on place 100 € et qu'on réinvestit les sommes à 2,9% hors inflation, ce qui est le taux légal que nous impose l'État. Ça veut dire que dans 20 ans, vous aurez 177 €. Bon. Et que dans 50 ans, vous en aurez 417. D'accord ? Alors, les charges liées à Cigéo, elles vont s'étaler sur plus d'un siècle. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui fait que les 5,7 milliards d'euros qu'on a placés, qu'on a mis de côté, et qui d'ailleurs ont bien été payés avec les factures de nos clients. Hein, il n'y a pas de génération spontanée. Ce sont bien les consommateurs d'électricité, les particuliers, les entreprises, les acheteurs du courant que nous avons exporté, puisque nous exportons du courant, qui ont financé ces 5,7 milliards d'euros qui nous permettront, sur la base de l'évaluation de 2005, de financer sur un siècle l'ensemble des charges qui nous reviennent, donc 80% du coût de Cigéo. Alors justement, sur ce point précis, ça intéresserait beaucoup les internautes de savoir ce que représente le coût de Cigéo sur le montant de nos factures d'électricité. C'est ISOP qui nous demande cela par mail. Ce coût est-il d'ores et déjà intégré à la facture ? Et quelle serait l'augmentation sur notre facture si le coût de Cigéo devait doubler ? Alors, je crois que j'ai répondu justement, puisque tout le dispositif, il consiste bien à ce que le coût du stockage, qui est un coût de demain, voire même d'après-demain, un siècle, on ne sera peut-être pas tous là pour en profiter, est bien intégré dans les factures d'aujourd'hui. Hein, donc c'est une façon de dire qu'on a déjà commencé à payer. On a déjà payé aujourd'hui, nous, nos actifs, donc l'argent que nous avons économisé et placé, nos actifs couvrent 100% de la quote-part du stockage pour tous les déchets déjà produits. Et tous les ans, eh bien, il y a de la production d'électricité, 400 milliards, entre 400 et 420 suivant les années, de kilowattheures produits qui bénéficient à tous les Français. Donc, il y a des déchets produits en très faible volume, d'ailleurs, rapportés à la quantité d'électricité produite. Eh bien, on provisionne, en plus, on augmente la provision pour tenir compte de ces nouveaux déchets. Bon. Et puis, par ailleurs, comme
la dépense se rapproche, eh bien, il faut augmenter là aussi la provision pour se rapprocher puisque de ce qu'on aura réellement à payer. Et ça tombe bien parce que nos actifs ont produit un résultat. Ce résultat, on le réintègre. Et c'est comme ça que finalement, on est toujours équilibré d'année en année pour bien être sûr qu'on a l'argent disponible. Ça veut dire qu'on a quand même commencé à payer sur nos factures On a un plus que projet commencé à qui payer. n'est pas encore acté. C'est ce qu'il faudrait savoir, si vous voulez. Heureusement qu'on s'est préoccupé, que la puissance publique, elle s'en préoccupe depuis 91. Vous vouliez répondre Oui, je peux donner une précision. Charles-Antoine Louette. Une entreprise qui fait face à des charges certaines, donc, vous savez que vous allez devoir vous occuper de vos déchets une fois qu'ils sont produits. Eh bien, elle est obligée, dans sa comptabilité, de faire une provision, de dire ça va me coûter quelque chose de gérer ces déchets. Est-ce que c'est une façon de dire, quelle qu'en soit la gestion, ça va coûter cher, donc je dois provisionner? Est-ce qu'on peut répondre ça de façon un peu simple? Exactement. Donc, de toute façon, depuis qu'il y a de la production de déchets, il y a des provisions avec de l'argent qui est mis de côté pour faire face. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on définit le mode de gestion et qu'on avance vers la conception industrielle d'un projet précis, eh ben on est de plus en plus sûr que l'argent correspond à quelque chose de précis. Mais pour répondre à la question qui est posée, oui, les provisions qui sont faites aujourd'hui par les producteurs de déchets, donc CEA, Areva, EDF, sur la base d'une évaluation du coût, j'allais dire, d'un stockage, parce que ce n'est pas le stockage CIGEO en 2005, c'est un stockage, parce qu'on n'est pas encore dans un projet industriel avec une implantation définie tel qu'on le discute ce soir. Il y a eu une évaluation, et l'intégralité de cette évaluation est provisionnée aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous produisez 1 mètre cube de déchets, en même temps, vous facturez à vos clients la quote-part de ce mètre cube de déchets pour rentrer dans l'évaluation qui a été faite. Claude Bernier, vous voulez intervenir. Pour aller jusqu'au bout de la réponse, qu'est-ce que c'est à peu près le poids financier de ces provisions dans les comptes d'EDF actuellement? Sur un kilowatt produit donne lieu à quel pourcentage de provisions? Alors, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes. Oui. Qu'est-ce qu'a montré tout le monde n'a pas lu le rapport de la Cour des comptes parmi nos auditeurs. Donc on va essayer, vous allez nous aider à en faire la synthèse. Faciliter l'accès du rapport de la Cour des comptes, qui se trouve d'ailleurs sur le site du débat. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pour ça que je le cite, et comme beaucoup d'autres éléments. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire qu'on n'a pas de, on ne sait pas, etc. Effectivement, tout est sur la table. On va juste les aider à avoir des réponses concises et précises. Alors, donc, que dit le rapport de la Cour? Que dit la Cour? La Cour, sa mission, c'est un rapport qui date de 2012, de chiffrer le coût complet de la production électronucléaire en France. Et elle a fait un travail considérable parce que là aussi, il faut actualiser. Ça s'est étalé. On a commencé à construire des centrales à la fin des années 70. Donc, il faut tout ramener en euros 2010, etc. Mais une fois qu'elle a fait tout ce travail considérable, elle a dit, voilà, le coût complet base euro 2011 du kilowattheure électronucléaire français, c'est 50 euros par mégawattheure, ce qui veut dire 5 centimes d'euros par kilowattheure. Ça, c'est le coût de la production, évidemment. Dans la facture des clients, il faut rajouter 2 autres éléments qui sont importants aussi, qui sont le transport et la distribution de l'électricité, qui pèsent à peu près du même poids. Et puis, il faut rajouter des taxes, la contribution au service public de l'électricité qui sert à financer le développement des énergies renouvelables, des taxes locales, etc. Mais donc, la Cour a dit, voilà, moi, tout bien considéré, le coût moyen du kilowattheure produit par le parc électronucléaire français, c'est 50 euros. Et la Cour a dit aussi, voilà, c'est vrai qu'il y a des charges là-dedans qui sont très bien connues, qui sont certaines. Par exemple, les charges de construction, elles sont connues. On a fini de construire nos centrales. Et puis, il y a des charges qui sont plus incertaines parce qu'elles ne sont pas encore réalisées. Et donc, dans les charges plus incertaines, il y a le démantèlement des centrales, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui est un sujet important sur lequel on a aussi provisionné et constitué des activités dédiées. Et puis, il y a le sujet du stockage des déchets radioactifs. Et ce que la Cour dit
dans son rapport, c'est dans l'annexe 16, si vous voulez vous éviter les 500 pages du rapport, elle dit, eh bien écoutez, si on s'est trompé, si par rapport à l'évaluation, elle se rapporte à l'évaluation de 2005, si le coût double, l'impact sur le coût du kilowattheure électronucléaire, l'impact sur le coût moyen du kilowattheure électronucléaire, il sera de 1% du coût. D'accord ? 1% des 50 € par mégawattheure. Alors ça, c'est un calcul global. Maintenant, aujourd'hui, donc, nous avons provisionné 5,7 milliards dans nos comptes. Si il y a un nouveau chiffrage qui dit qu'on doit augmenter ces provisions, bien entendu, il faudra le prendre en compte dans nos comptes. Si on a 5,7 milliards, si à l'issue du chiffrage, le gouvernement, parce que c'est donc, comme vous l'avez rappelé, c'est le ministre qui publie le chiffrage, nous dit il faut 1 milliard de provisions en plus, qui correspondrait à plus de 3 milliards de surcoûts supplémentaires. Ce milliard, il faudra qu'on le prenne en compte dans nos comptes. Et puis, forcément, comme les 5,7 milliards précédents, il sera financé par les clients, par les factures des clients. Bon, alors, ça peut faire peur. Ce qu'il faut juste signaler, c'est qu'on a 30 millions de clients et que les modalités de prise en compte de surcoût, de la même manière qu'on n'a pas on n'a pas constitué toutes nos provisions en un an, on peut étaler ce surcoût sur un certain nombre d'années. Voilà, donc c'est les deux mécanismes qui font que, en tout état de cause, EDF, comme la loi lui en fait obligation, sera à même et fera ce qu'il faut pour financer sa quote-part du coût complet de CIGEO. Claude Berny, une autre question. Oui, je vous ai entendu tout à l'heure parler de maintien de l'ordre de grandeur. Est-ce que vous pourriez, les uns et les autres, préciser ce que vous avez dit à propos de l'ordre de grandeur sur le coût global ? Aujourd'hui, Thibault Labalette de l'Andra. Le chiffrage du projet, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il représente, sur le sujet sur lequel on travaille, quelques milliards d'euros sur le chantier initial. D'accord ? Et donc c'est l'ensemble des premiers investissements sur lesquels en ce moment il y a un gros travail pour optimiser et bien préciser quel est le périmètre de ces premiers investissements à faire. Et là je me tourne vers M. Locher d'EDF. On a des discussions en ce moment sur quel est le rythme de démarrage de CIGEO, quel est le service industriel que doit rendre l'installation. Et c'est pour ça qu'il y a encore un travail technique qui est en cours pour arriver à ces éléments. Donc ça, c'est le coût du premier chantier. Ça serait les dépenses qui seraient à financer sur la période, on va dire, 2019-2025, si CIGEO est autorisé. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la spécificité de CIGEO, c'est qu'on nous demande de prévoir les dépenses pendant plus de 100 ans, l'ensemble des dépenses. Alors, pour prendre un exemple, pour illustrer pourquoi c'est un travail fin qu'il faut faire et que c'est un travail complexe, je vais prendre l'exemple des pièces de rechange, M. Bernet. Ça a l'air tout simple, les pièces de rechange. Voilà. En fait, quand on somme ces pièces de rechange sur plus de 100 ans, on se rend compte que c'est un poste de coût qui n'est pas négligeable puisqu'il peut peser à lui seul plusieurs centaines de millions d'euros quand on cumule toutes les pièces de rechange sur plus de 100 ans. D'accord ? Alors ça, c'est des coûts bruts, ça serait bien sûr moins en coûts actualisés. Donc après, nous, qu'est-ce qu'on fait côté Andra pour préciser l'évaluation de ce poste ? On va essayer de trouver des éléments de retour d'expérience pour évaluer ces différents coûts. Donc on a récupéré des éléments auprès d'Areva, du CEA et d'EDF qui apportent leur retour d'expérience en tant qu'exploitant d'installations nucléaires. On va voir d'autres industriels. On était voir nos collègues qui exploitent aux États-Unis depuis une dizaine d'années un stockage à peu près comparable à CIGEO. On va voir d'autres industriels sur d'autres secteurs. Et puis après, on regarde ces différents éléments de retour d'expérience pour voir qu'est-ce qui est transposable à CIGEO ou pas. Et donc, je trouve que cet exemple-là, il illustre bien le fait que quand on nous demande de sommer des coûts sur 100 ans, il faut le faire de manière précise, de manière contrôlée, pour fournir à l'État la meilleure vision de l'Andra au stade pour qu'il puisse arrêter l'évaluation du coût du stockage. Donc c'est ce travail qui est en cours et donc les coûts globaux, en fait, ils ont été donnés par Chantal Louette, il y a des estimations qui ont déjà été faites, etc. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que derrière ces coûts, il y a des hypothèses. Quel est l'inventaire des déchets à gérer ? Quel est le coût unitaire du béton ou de l'acier que l'on prend en compte qui peut varier significativement d'une année à l'autre ? Donc il y a beaucoup de paramètres et c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on parle de coût global. Donc c'est pour ça qu'avant de donner son estimation, l'Andra souhaite aller vraiment au bout du travail technique
technique qui lui est demandée. L'État nous a également demandé, suite au débat, d'intégrer les modifications dans le chiffrage, des modifications éventuelles qui seront apportées par l'ANDRA à son projet suite au débat public. Et c'est donc sur cette base-là que l'on fournira notre nouvelle estimation à l'État. Mais en termes d'ordre de grandeur, de coût global, on va rester dans les mêmes ordres de grandeur que ceux qu'a donné Charles-Antoine Louette dans sa présentation. Je voudrais juste insister sur le fait que dans la phase actuelle, dans laquelle travaille l'ANDRA, il y a de très nombreuses pistes d'optimisation du concept initial qui sont en train d'être étudiées. Bon. Et comme l'intérêt commun de tous, l'intérêt de la société et l'intérêt des producteurs et l'intérêt des citoyens, puisque le coût de CIGEO, il est bien dans leur facture, et bien d'optimiser ce coût, il faut laisser à ce travail le temps de se dérouler. Et évidemment, si on veut faire le travail sérieusement, ça prend un peu de temps. Ce travail, il est bien amorcé, mais il doit se poursuivre, et c'est ça qui explique que finalement, le coût de l'ouvrage CIGEO, un coût sérieux, pourra être donné quand on sera allé au bout de ce processus d'optimisation. Et ce processus d'optimisation, il doit se dérouler sur les mois qui viennent pour déboucher l'année prochaine. Il est simplement un peu dommage que le calendrier du débat public et le calendrier du chiffrage ne se correspondent pas. J'avais fait la remarque au début de cette réunion. J'avais indiqué que la Commission nationale du débat public, dans sa séance du 6 février, lorsqu'elle a examiné le dossier du maître d'ouvrage, avait trouvé, elle aussi, qu'il y avait une certaine insuffisance du dossier financier. Et il avait donc été décidé que ce dossier financier serait présenté à l'occasion du débat public. Nous avons retardé ce qui devait se faire d'ailleurs sous forme d'une réunion publique qui était prévue à Commercy, et puis dans le cadre du débat contradictoire, on l'a retardé aussi. Je fais simplement remarquer que ça pose un problème que le président de la commission du débat public ne peut pas s'empêcher de... Mais ça arrive parfois, mais enfin c'est tout de même un peu ennuyeux. Je suis content qu'on ait tout de même donné quelques chiffres un peu précis là, parce que je crois que les gens, ils attendent des chiffres assez précis. Et je rends la parole à Isabelle Souquet. Qui va la rendre très rapidement aux internautes, car leurs questions arrivent nombreuses. À vous la parole. Alors, Michel Jablot de Haute-Marne nous demande pourquoi les producteurs de déchets ont-ils leur mot à dire sur le prix de l'enfouissement. Ils essaient de faire baisser les prix alors qu'ils doivent payer pour gérer les déchets qu'ils ont produits. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Monsieur Jablot ? Alors, Pierre-Yves Locher pour EDF. Donc, et puis ensuite Monsieur Louette, oui. Voilà. C'est l'ANDRA, le maître d'ouvrage. C'est pas donc les producteurs de déchets, ils travaillent, ils font des propositions. Celui qui décide, c'est l'ANDRA. Et je dirais, en plus, le juge de paix sur le stockage, comme sur toute installation nucléaire en France, ça sera l'autorité de sûreté nucléaire indépendante. Donc c'est elle qui se prononcera en disant est-ce que le dossier, comme propose l'ANDRA, il est solide et OK, il est bon pour le service ou pas. Donc ça, c'est quand même important à rappeler. Alors ensuite, je le redis, c'est l'intérêt de tout le monde. Tout ouvrage, que ça soit un pont, une mairie, une ligne TGV, etc., a vocation à être optimisé. Je pense qu'en tant que citoyen, on aime bien que nos impôts soient bien utilisés, et en tant que consommateur, on aime bien que le prix du produit qu'on paye soit le plus juste. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait de chercher, et c'est la recherche que fait l'ANDRA actuellement, à optimiser le stockage, et avec l'appui des producteurs, et le fait que ce soit ces producteurs qui le payent. Alors justement, avant de donner la parole à Monsieur Louette, sur les chiffres, Monsieur Chaussin nous demande, les 7 milliards provisionnés, où sont-ils placés dans les subprimes ? Y a-t-il ou non des risques boursiers ? Et Marine Bernard nous demande à combien s'élève le patrimoine d'EDF pour financer un tel projet. Je ne suis pas sûre que ce soit une question de patrimoine. Est-ce que vous pouvez déjà nous répondre sur la question de est-ce que c'est un déplacement à risque de certaine façon ? Là aussi, je vous renvoie à nos comptes publiés sur le site de Oui, mais dites-nous vous-même en quelques mots. On ira voir, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, on a sur l'ensemble, on a 33%
qui est un portefeuille d'actions, 27% ce sont des obligations, 26% ce sont des actifs dits sans risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est d'une part de la trésorerie et d'autre part une dette de l'État, puisque vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la contribution au service public de l'électricité, qui est destinée à financer le développement des énergies renouvelables. En fait, cette CSPE ne couvre pas, son niveau dans les tarifs ne couvre pas aujourd'hui les dépenses de rachat des énergies renouvelables qu'EDF est amené à faire. Donc l'État l'a reconnu, et donc l'État a une dette vis-à-vis d'EDF, et cette dette, comme toute dette, porte intérêt. Et puis il y en a 13%, ce sont des actions de réseau de transport de l'électricité. Alors est-ce que, c'est la deuxième question, est-ce que ça va bien suffire ? Bon. Est-ce que c'est sans risque ? Alors, est-ce que c'est sans risque ? Vous avez partiellement répondu. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est sans risque ? On publie, là aussi, c'est dans nos publications, on publie le bilan de ce portefeuille d'actifs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, alors, évidemment, la bourse, ça marche pas aussi bien tous les ans. Bon, l'an dernier, ça a bien marché, puisque nos actifs ont rapporté plus de 10%. Donc, on est bien au-delà des 4,8% qui sont le taux, inflation comprise, d'actualisation que nous utilisons. Bon, mais c'était sur une année. Par contre, là, je reprends mes notes, parce que, excusez-moi, je ne connais pas ce chiffre-là par cœur, mais mes collègues financiers m'ont donné ces informations. Donc, le rendement constaté donc, sur les 10 dernières années, donc, y compris la crise de 2008, est de 3,5% hors inflation. Donc, c'est bien supérieur aux 2,9% d'actualisation. Donc, ça veut dire qu'on avait bien... l'argent qu'on avait placé nous a bien rapporté suffisamment, et même un peu au-delà, pour... alors, après, la question, puisqu'on parle là de, non pas de 10 ans, mais de 100 ans. Donc, alors là, pour 100 ans, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut quand même regarder ce qui s'est passé. Et il y a des économistes qui ont étudié la chose. Bon. Et des économistes qui ont étudié le rendement d'un portefeuille mixte actions-obligations, ce qui est exactement le cas de notre portefeuille. Sur un siècle, depuis un siècle, il y a quand même eu 2 guerres mondiales. Au niveau mondial, ils nous disent que sur un siècle, le rendement moyen a été de 3,9%, et que sur les 25 dernières années, où fort heureusement il n'y a pas eu de conflit mondial, eh bien, le rendement moyen, il a été de 6,9%. Donc voilà pourquoi, mais je vous assure qu'on scrute ça très régulièrement, eh bien, aujourd'hui, on a la garantie, nous semble-t-il, que les taux d'actualisation qu'a fixé l'État sont bien des taux prudents, puisque les réalités de marché nous amènent à dépasser ces taux sur, évidemment, pas forcément tous les ans, mais globalement sur la durée. Alors que nous en dit l'État en complément, en la personne de Charles-Antoine Louette ? Oui, sur la question très intéressante, pourquoi les producteurs de déchets ont-ils leur mot à dire ? Alors, il y a un principe qui est quand même très important, c'est la responsabilité du producteur de déchets sur ses déchets. Ils sont responsables de leurs déchets. Je dirais, il n'y a pas de transfert de responsabilité du producteur vers l'ANDRA lorsque le producteur de déchets lui donne son déchet. Il garde la responsabilité de son déchet. Il est le financeur, c'est lui qui paye, c'est dans la loi aussi. Alors, il y a une façon simple de faire, qui est faite dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est de dire, après tout, les producteurs de déchets, ils sont responsables de leurs déchets et ils financent eux-mêmes leurs déchets, eh bien, ils n'ont qu'à faire eux-mêmes leur propre projet de stockage. Et donc, ils constituent une filiale, qui est une entreprise, qui vient devant l'autorité de sûreté nucléaire et qui dépose une demande d'autorisation de création d'un stockage. Ça, c'est un montage possible. Vous en avez sans doute vu des exemples dans la séance consacrée aux exemples internationaux. Ce n'est pas le choix qui a été fait en France. Le Parlement a fait le choix très fort de nous doter d'un établissement public qui est l'ANDRA, pour assurer les recherches sur la gestion des déchets radioactifs et pour assurer la maîtrise d'ouvrage du projet de stockage. Ça donne, bien entendu, une crédibilité supplémentaire au processus, parce que la seule mission de l'ANDRA, c'est la sûreté à long terme du stockage. Mais comme je vous l'ai rappelé, dans le processus d'évaluation du coût, avant de l'arrêter, le ministre va demander l'avis des producteurs de déchets et demander l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, parce qu'on a 2 objectifs, que le stockage y soit sûr, et que le stockage y soit payé à son juste coût.
Un tout Thibault petit Labalette complément aussi, un rapide sur cette complément, question, pour bien souligner que l'ANDRA est un établissement public indépendant des producteurs de déchets, placé sous la triple tutelle des ministres en charge de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. Nous avons mis en place, avec le lancement de la phase de conception industrielle, une convention de coopération avec les 3 exploitants nucléaires que sont Areva, le CEA et EDF, à 2 titres. La première, c'est que les producteurs de déchets nous fournissent les données d'entrée pour concevoir CIGEO. Ce sont eux qui nous disent, voilà le volume de déchets à prendre en compte dans votre installation, voilà les hypothèses de flux, c'est-à-dire combien de déchets vont arriver, suivant quel rythme, et c'est des données d'entrée pour concevoir le projet industriel. Le chiffrage que produira l'ANDRA en 2014, il sera intimement lié aux données d'entrée que nous ont fournies les producteurs de déchets. Le deuxième élément qui est traité au travers de cette convention, c'est le fait qu'elle permet à l'ANDRA et au projet CIGEO de bénéficier du retour d'expérience acquis par Areva, le CEA et EDF sur l'exploitation de leurs propres installations nucléaires, sachant qu'aucune d'elles n'est un stockage de déchets radioactifs. Et donc là-dessus, il y a tout un travail qui est intéressant de dialogue entre l'ANDRA et les producteurs de déchets, les producteurs amenant des propositions, l'ANDRA les examinant, dans certains cas les incorporant dans son projet, et dans d'autres cas expliquant aux producteurs pourquoi elles ne sont pas transposables au projet CIGEO.